Voilà, je remets ça. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'association TCA Déclic. Je suis Irène Lorient, patient expert obésité et addiction, et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une discussion essentielle sur la santé. Dans le cadre de notre campagne de sensibilisation Février sucre en pause, nous avons souhaité aborder un sujet crucial, souvent méconnu, mais pourtant intimement lié à notre alimentation, l'insulinorésistance, un trouble métabolique devenu une épidémie silencieuse et indolore qui tente à devenir mondiale. Alors, pour évoquer avec moi ce sujet complexe, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Tam, patient expert diabète et président de l'AFD, Association française des diabétiques, du 04 et du 05, et directeur de Objectif Capital Santé 04. Ensemble, nous allons décortiquer pour vous ce qu'est l'insulinorésistance, comment elle peut évoluer vers le prédiabète et le diabète, et surtout vous aider à trouver vos solutions tout au long du mois de février pour reprendre le contrôle de sa santé. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes soucieuses de leur bien-être, qu'elles soient directement concernées par le diabète ou simplement désireuses de mieux comprendre les enjeux liés à l'alimentation et à la santé métabolique. Voilà, c'est parti. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour Irène. Voilà. J'ai Bonjour donc à tous. quelques questions à te poser. Je t'ai présenté. Si tu as quelque chose à rajouter, je te laisse faire. Sinon, tu me dis, Oui, on est sinon prêt. voilà, on est ravis effectivement de collaborer donc en partenariat sur ce justement mois sucre en pause, car ça a vraiment tout son sens pour nous association donc des diabétiques et sur l'accompagnement que l'on fait au quotidien. Parfait. Eh bien, écoute, donc je commence mes petites questions. Ouais, On y va. on y va. Alors, déjà, peux-tu expliquer ce qu'est le diabète et la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Alors, pour le faire très rapidement, le diabète en définitive est donc un dysfonctionnement donc insulinique, c'est-à-dire de notre fonction d'une des fonctions pancréatiques de la sécrétion d'insuline, qui permet justement de faire passer donc nos glucides, les glucides que ce soit du sucre, des pâtes, du riz, du pain et des biscuits, de le faire passer dans nos cellules. Lorsqu'effectivement il y a donc cette anomalie, eh bien, le sucre reste donc dans notre sang. Et pour imager ça, j'imagine toujours comme et cette situation comme ça, c'est-à-dire il faut vraiment imaginer que l'on achète ou que l'on construit une maison sur un territoire où l'eau est calcaire et où eh bien, on ne met pas d'adoucisseur. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, progressivement, l'eau calcaire va venir boucher donc les tuyaux de notre maison et au bout de 10 ans, la pression donc va être nettement moins importante. Sauf que, eh bien, par rapport au diabète, on ne va pas uniquement appeler le plombier. Bien. Voilà, donc le diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2, les conséquences sont vraiment les mêmes, c'est-à-dire que c'est le calcaire dans les tuyaux. L'origine est donc totalement différente. Un diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, c'est une pathologie, comme dit donc un des médecins donc qui travaille avec nous, c'est la main de Dieu qui nous tombe dessus. Donc, c'est nos globules blancs qui viennent donc détruire les cellules bêta qui sont à donc l'origine donc de la sécrétion de l'insuline. Le diabète de type 2, par contre, ça va être une pathologie qui va être beaucoup plus sournoise, une pathologie qui va être sur généralement, on va dire à 95% d'origine par rapport à notre mode de vie, c'est-à-dire donc des règles hygiéno-diététiques donc pas bien menées pendant donc toute une grande période de notre vie, qui fait que petit à petit, le diabète va s'installer avec, comme vous avez dû déjà entendre, le prédiabète, le diabète avec les différents traitements qu'il peut y avoir. Parfait. Donc, ma question suivante, c'était sur le rôle de l'insuline dans notre corps. Ben, tu l'as déjà expliqué, c'est parfait.
Je continue donc. En tout cas, c'est très clair. Je voudrais Alors, juste rajouter sur le rôle oui, de l'insuline qui est hyper important, c'est qu'en effet, l'insuline, je vous ai parlé que c'était elle qui permettait de faire passer nos glucides dans nos cellules, mais également, comme on est très bien fait, hein, donc, c'est le fait également que l'insuline va donc permettre de stocker ces glucides si on ne les utilise pas dans nos tissus adipeux. C'est-à-dire que il faut jamais oublier effectivement d'où on vient. Il y a 2 millions d'années à peu près, effectivement, on n'était pas dans le confort actuel où c'est qu'on a simplement à ouvrir le réfrigérateur ou aller au supermarché. Il y avait des périodes donc d'abondance et des périodes donc de dîne et sur lequel effectivement il fallait avoir des réserves lorsqu'effectivement il y avait eu, mettons, un mauvais printemps et où c'est qu'on n'avait plus grand chose à manger. Donc notre fonctionnement donc est toujours le même au niveau donc de cette insuline qui, si on bouge, ça va permettre donc de donner de l'énergie pour avancer. Si on ne bouge pas, ça va être stocké. mais voilà, ça explique beaucoup de choses. Euh, alors, quels sont les symptômes du prédiabète et du diabète? Comment est-ce qu'on peut se dire, il faut aller voir le médecin? Alors, donc, il y a différents symptômes. Le symptôme, effectivement, sur un diabète de type 1, ça va être donc les mêmes qu'un diabète de type 2 en définitive. C'est-à-dire qu'un diabète de type 1 va donc arriver très rapidement. Les symptômes, ils vont durer un mois parce qu'en définitive, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va aller voir le médecin. Le problème parce que c'est quelque chose qui, avec donc nos globules blancs qui viennent donc détruire nos cellules bêta, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Par contre, le diabète de type 2, c'est pour ça qu'on et silencieuse, c'est que ça va arriver progressivement. C'est-à-dire qu'au début, si vous avez une glycémie qui est un petit peu au-dessus de la norme, si vous êtes en bonne santé, que vous n'allez pas voir le médecin, eh bien du coup, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Ce qui fait que petit à petit, on va passer à 1,10 g, 1,12 g, 1,20 g, 1,40 g, 1,60 g, et le corps va progressivement, et ça, de mois après mois, c'est-à-dire que ça peut durer donc 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, notre corps va déjà s'habituer justement à ces glycémies qui sont élevées, mais le corps va commencer à souffrir, hein. Je vous rappelle toujours ce calcaire qui passe dans les tuyaux. Donc, on va commencer effectivement à avoir, donc, on dit qu'un diabète, lorsqu'il commence, surtout un diabète de type 2, lorsqu'il commence, on va avoir donc des pathologies causées par ce déséquilibre entre 5 et 10 ans. L'idéal, c'est donc effectivement faire de la prévention et donc s'en apercevoir avant. Mais les symptômes vont être qu'on va monter au-dessus de 2 grammes, 2,50 g, et là, on va commencer à avoir un amaigrissement, on va commencer à avoir soif, une fatigue chronique. Et ce sont donc des signes sur lesquels il est intéressant de se faire dépister. Donc, le dépistage, ça peut être chez votre pharmacien, lors d'une consultation, en parler à votre médecin pour que lui-même, avec son lecteur de glycémie, pas besoin de prise de sang dans un premier temps, il voit déjà à n'importe quel moment de la journée à combien vous êtes et ça lui dira effectivement s'il y a un couac ou pas. Mais après, validé, bien sûr, par une prise de sang. C'est vraiment le côté sournois, c'est que c'est donc indolore. C'est vraiment ce que je reproche à cette patho. Il y a un petit truc que tu viens de dire et qui va peut-être, on va dire, interpeller les personnes qui nous écoutent. C'est au sujet de l'amaigrissement dont tu viens de parler. C'est plutôt pour les types 1 parce que les types 2, elles deviennent, elles maigrissent rarement, malheureusement, quand le diabète commence à se manifester. C'est Alors donc ça. après, Alors après, ça va être par rapport au taux. C'est-à-dire que lorsqu'effectivement on monte, on se retrouve avec des diabétiques de type 2 qui sont à des taux où c'est qu'ils vont commencer à faire de l'acétone. Donc, s'ils font de l'acétone, il va y avoir également donc une perte de poids, mais une grosse fatigue. Mais en règle générale, effectivement, Irène, voilà, normalement, effectivement, la perte de poids n'est pas associée au diabète de type 2. Pourquoi? Parce que les réserves sont tellement donc présentes que même si on vient à perdre un petit peu, eh bien, du coup, on ne s'en rend pas compte. D'accord. Alors, donc les causes, nous en avons parlé. Voilà.
Maintenant, si tu veux, je peux ajouter quelques informations sur l'implication du microbiote intestinal dans tous les stades du diabète. Donc ça, c'est ma spécialité. Ceux qui Bien me sûr. connaissent savent que j'ai un diplôme universitaire en microbiote et santé qui m'a permis d'apprendre justement l'implication de ce fameux microbiote sur toutes les fonctions du corps. Et par là, j'ai appris aussi l'alimentation qu'on appelle nutrition fonctionnelle qui va nourrir le corps parfaitement comme il en a besoin. Donc, en quoi le microbiote est impliqué, hein, puisque ça fait partie des choses qui sont relativement nouvelles, en tout cas dans les recherches et tout ça, mais qui sont la piste privilégiée pour énormément de solutions. Donc déjà, quand tu as parlé de la main de Dieu, je ne suis pas tout à fait d'accord du médecin là. Hein. C'est-à-dire que le diabète de type 1 est aussi impacté par le microbiote, c'est-à-dire qu'on pourrait, avec un microbiote super nickel propre, on pourrait éviter les maladies auto-immunes. Donc le diabète en fait partie, il y a des liens. Donc c'est pas exactement la main de Dieu, c'est un petit peu aussi de l'épigénétique, mais ça, on va pas s'étaler dessus. Je peux comprendre que c'est encore une comment dire, quelque chose de relativement nouveau, mais en tout cas, c'est encore une piste. Pour la prévention du diabète de type 1, on peut aussi faire des choses au niveau du microbiote intestinal dès l'enfance, dès le petit enfant, puisque ça commence souvent très tôt. Hein. Voilà. Tu avais une petite remarque à ce sujet ou je continue? Non? Ah, tu as Alors, une je ne sais coupure, pas on s'il y a dirait, j'espère. peut-être une perte un peu de réseau, je ne sais pas si on Ah, m'entend. Voilà, ça y est. oui, ça y est, il y a eu une coupure, ouais, c'est bon. Voilà, il y avait une Bon, coupure, voilà, je te voyais plus. Donc, j'étais pas trop choquée, non, tout va bien avec mon microbiote pour le diabète de type 1 et la main voilà. de Non, Dieu. non, Bon, non, bah oui. non, 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 mais de toute façon, une chose est sûre, c'est que le microbiote est vraiment la cause effectivement de beaucoup de pathologies. C'est vraiment effectivement quelque chose que, eh bien, les médecins nous parlent peu. Hein. Moi, avec 42 ans donc de diabète, ben, aucun endocrinologue m'a parlé donc de mon microbiote. Et donc, effectivement, il y a un énorme travail à faire là-dessus. Et justement, sur des études que j'ai pu voir par rapport au diabète de type 1, puisqu'ils creusent effectivement pour pouvoir effectivement identifier les personnes qui sont éligibles donc au diabète de type 1, hormis effectivement une certaine hérédité, mais après, ça représente que 2% du risque. Eh bien, ils sont vraiment en train de travailler au niveau donc de cette source-là, parce que voilà, c'est. Ouais, c'est l'avenir, hein, c'est l'avenir. Donc moi, je peux mettre juste quelques petites phrases sur ce sujet-là. Donc le microbiote est impliqué dans l'inflammation. Et l'inflammation, c'est pour plein de pathologies, surtout dans les maladies chroniques, hein, dont le diabète fait partie, mais tellement d'autres, les cancers, plein de choses. Un déséquilibre du microbiote peut entraîner une inflammation chronique de bas grade, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas forcément dans l'organisme. Cette inflammation perturbe la signalisation de l'insuline et favorise l'insulinorésistance. Donc ça, c'est déjà une partie. Ensuite, les bactéries de notre intestin produisent des molécules qui ont un impact positif ou négatif sur notre métabolisme. C'est-à-dire que, voilà, hein, selon l'équilibre qu'il y a au milieu de ce microbiote, hein, qui est une espèce de faune et de flore extraordinaire, s'il y a un déséquilibre, eh ben, les pathogènes vont produire des molécules qui ne vont pas être bonnes pour nous. Si c'est les gentilles bactéries probiotiques, eh ben, elles vont produire des molécules bonnes pour nous. Et ça, ben, c'est à nous de nourrir les bonnes et de ne trop trop nourrir les méchantes bactéries qui sont, les méchantes bactéries sont nourries par le sucre et les gentilles bactéries sont nourries par les fibres. Donc, à nous de mettre notre propre carburant dans notre corps. Voilà, donc il y a des mauvaises bactéries qui contribuent à l'insulinorésistance encore. Et puis, il y a aussi le rôle de la barrière intestinale. Donc, c'est-à-dire qu'un microbiote qui est déséquilibré, il fragilise la barrière intestinale. Et du coup, ça laisse passer dans le sang des substances indésirables qui favorisent encore une fois l'inflammation et l'insulinorésistance. Mais aussi, quand la barrière n'est plus imperméable, notre
barrière intestinale, et bien justement, ça laisse passer dans la circulation sanguine des tas de choses qui ne devraient pas se retrouver dans la circulation sanguine. Et là, les globules blancs, le système immunitaire, on voit vers quoi ça mène, vers les maladies auto-immunes, vers les allergies, vers tout ça. Dans le sang ne devrait se trouver que ce qui est prévu et pas des particules délétères, des molécules qui passent malheureusement. Voilà, donc ça, c'était ma petite participation au niveau du microbiote. On va continuer, si tu veux bien, sur le diabète, du coup. Quels tests sont utilisés pour diagnostiquer l'insulinorésistance, le diabète et le prédiabète, évidemment? Alors, au niveau du prédiabète, ça va être donc les premiers tests traditionnels qui se fait, puisque c'est celui qui est également le moins coûteux, ça va être donc une glycémie à jeun, donc avec une prise de sang, qui sera faite déjà après donc peut-être une glycémie capillaire. Donc, on validera avec la prise de sang. On aura un résultat. Si ce résultat, effectivement, est entre 1,06 ou bien 1,0 ou bien 1,10, tout dépend des écoles, et 1,26, on parlera de prédiabète. Au-delà, on parlera de diabète. Mais dans tous les cas, de toute façon, à l'instant T où c'est qu'il y a le diagnostic, rien n'est donc fatal, rien n'est donc écrit. Il y a toujours possibilité donc de pouvoir faire marche arrière. Il y a également ce qui est intéressant, et l'autre fois j'ai écouté une conférence, un médecin donc préconise toujours à ses patients qui sont ne serait-ce que éligibles au diabète, parce qu'il y a papa, maman qui sont diabétiques, parce que elle est peut-être donc également en surpoids, elle bouge pas trop, mais en définitive on n'a pas de diabète donc sur les prises de sang. Elle va faire quand même ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, ça va être donc, on va récupérer une vieille globule rouge, puisque une globule rouge dure 3 mois donc dans notre système sanguin, et le laboratoire va récupérer à la suite de la prise de sang cette globule rouge et va voir de combien elle est galvanisée, j'imagine vraiment, galvanisée donc de glucides. Et par rapport à ça, elle va donner une valeur. Et on se rend compte qu'en définitive, on a des personnes qui, au niveau de la prise de sang, sont OK, ils vont avoir une glycémie qui va atteindre 1,02, mais qui vont avoir une hémoglobine glyquée de 6 ou 6,5. Donc, dessus, il va y avoir une alerte, c'est-à-dire qu'il y a une insulinorésistance qui s'installe. Par contre, effectivement, à l'instant T, eh bien, du coup, le pancréas fonctionne encore suffisamment bien pour que sur les prises de sang à jeun, donc à plus de 10 heures de la dernière prise de repas, le pancréas, lui, va ramener le taux, donc, dans le bon taux donc, de sucre. Mais par contre, dans la journée où c'est qu'on a petit déjeuner, déjeuner, dîner, peut-être goûter ou grignotage, eh bien là, notre organisme donc a du mal à ramener dans la cible. Ce qui fait que globalement, la personne est donc déjà diabétique sans avoir une identification par le système classique. Donc, par rapport à ça, effectivement, c'est bien de demander au médecin. Alors, normalement, les médecins n'aiment pas trop parce qu'effectivement, l'HbA1c est remboursé que pour les personnes diagnostiquées diabétiques. Là, on est bien d'accord qu'il n'y a pas encore un diagnostic donné. Mais après, peut-être que ça peut être intéressant lorsque l'on se prend en charge au niveau de notre santé, eh bien, de voir combien ça coûte et de se le faire noter et de se le payer. Voilà, je pense que c'est intéressant. D'accord. Et donc, il y a aussi pour l'insulinorésistance, du coup, il y a Oui. le HOMA et le Quickie. On n'en parle pas plus que ça, mais ça vaut le coup. C'est pareil, c'est pas très très cher. Si le médecin n'est pas d'accord pour le faire, pour le prescrire, ce qui serait dommage, mais en tout cas, on peut se le demander. Moi, je le demande très très souvent en consultation. Il y a des symptômes qui sont visibles et simplement l'hygiène de vie peut laisser penser qu'il va y avoir des problèmes de résistance à l'insuline. Et tant que ce n'est que de la résistance à l'insuline, tout est réversible. C'est ce que tu disais, rien n'est écrit. C'est pas parce qu'on a un résultat à un moment donné que c'est foutu à vie. On peut agir encore.
J'avais une question supplémentaire sur quels sont les stades de progression du diabète et comment peut-on les surveiller. Alors, du coup, les stades de progression, on les a vus, hein, mais on peut les surveiller. Ben, dis-moi Alors, si tu as une idée particulière. et le surveiller, moi, ce que l'on fait lorsqu'on fait justement, parce que notre association a pour mission de l'accompagnement et la prévention, à peu près à 50-50, en définitive, quand on est sur des stands de prévention, pour nos journées mondiales du diabète ou la semaine nationale de prévention, on va donc, lorsque les personnes ont donc une éligibilité justement à être donc diabétique, hein, par rapport à, donc à une descendance, donc par rapport peut-être à un surpoids, eh bien, on va les inviter à aller voir leur pharmacien, donc une fois par an. Je leur dis toujours avec humour, ben, lorsque vous allez lui souhaiter la bonne année, vous lui demandez que voilà, qu'il vous fasse une glycémie. À savoir que voilà, je vous rappelle qu'un diabète effectivement va être long à s'installer. Donc, si tous les ans, à partir d'un moment où c'est qu'on commence à avoir un doute, où c'est qu'effectivement, eh bien, si tous les ans, on va faire donc une glycémie chez notre pharmacien, on aura une antériorité qui sera au maximum d'un an, ce qui fait que votre diabète ne vous aura pas encore abîmé sur des pathologies irréversibles, parce que le problème, c'est que les problèmes commencent lorsqu'effectivement on laisse s'installer ce diabète qui va rentrer de façon sournoise dans notre maison. Bon, bah écoute, ça c'est vraiment, je savais pas, j'avais pas l'information qu'on pouvait aller chez le pharmacien. Alors, Ouais. les pharmaciens sont habilités à le faire depuis maintenant quelques années, hein, ça a été une évolution. Ou alors, bah, tout le monde connaît, j'imagine, quelqu'un qui autour de lui est diabétique et puis il lui demande s'il a un lecteur de glycémie, de lui faire une glycémie. C'est aussi une solution. Ou lorsqu'il nous croise sur des stands. Bon, c'est parfait. Donc, si tu veux, enfin, j'avais prévu de te poser la question sur les personnes atteintes de diabète peuvent-elles mener une vie normale? Je vais te parler de ça si tu veux. Voilà, rapidement, dis-moi ce que tu peux dire là-dessus. Alors, donc, une personne diabétique en 2024, effectivement, a vraiment donc toutes les possibilités d'avoir de l'information pour pouvoir mener une vie normale. La médication est présente, hein, quelle qu'elle soit, sous n'importe quelle forme, qu'on parle de diabète de type 1 ou alors de diabète de type 2, mais il faut surtout ne pas perdre de vue le fait qu'on a une maladie chronique et qu'il faut donc avoir une hygiène de vie donc qui va être donc la plus protectrice pour notre organisme. Donc être diabétique, c'est comme une personne qui n'est pas donc diabétique, c'est prendre soin de soi. C'est là où c'est qu'aujourd'hui, on parle absolument plus de régime diabétique, hein, on parle plus non plus d'interdit. Mais attention, c'est vraiment avec l'éducation thérapeutique que l'on peut prendre, soit avec donc des professionnels de santé, ou alors aujourd'hui, mettons, ou alors durant ce mois, donc sucre en pause, c'est de l'éducation thérapeutique. Ce sont des informations que l'on va prendre, que l'on va donc s'approprier, que l'on va adapter donc par rapport à ce que l'on souhaite donc prendre, hein, dans ces informations-là, pour toujours aller vers une bonne santé. Et dans tous les cas, qu'on soit diabétique ou pas, toutes les personnes qui prendront ces informations-là, soit effectivement vivront bien avec leur diabète, ou les personnes qui ne le sont pas, eh bien, éviteront donc de devenir diabétiques s'il y a eu donc une éventuelle éligibilité, ou alors donc après avec tous les problèmes qui peuvent aller avec. Ce qu'il faut aussi bien préciser et à garder vraiment en substance, c'est que le sucre, les sucres en excès de toute façon, sont pas seulement impliqués dans l'insuline, le diabète, etc. Le sucre est aussi la nourriture des bactéries pathogènes, comme je le disais tout à l'heure, et aussi le carburant des cellules cancéreuses ou précancéreuses. Donc, c'est pas uniquement cette idée de contrôler son alimentation au niveau de la quantité de sucre et de glucides de manière générale, c'est pour la santé globale du microbiote, de toutes les autres pathologies qu'on peut s'éviter et pas uniquement le diabète. Voilà. Donc ça, C'est je pense que c'est clair. Hein.
Même C'est si pour on ça. a de l'insuline et des médicaments pour le diabète, c'est pas une raison pour se laisser aller. Et ça, C'est ça. on C'est-à-dire est que bien voilà, d'accord, hein. voilà, au niveau de l'équilibre du diabète, on parle toujours de quatre piliers. On va parler surtout de trois piliers là aujourd'hui. En définitive, ça va être la médication et c'est les deux autres, ça va être activité physique et alimentation. C'est-à-dire que ces piliers-là, l'un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas parce qu'effectivement on est diabétique, c'est pas un souci, on prend le petit comprimé qui va bien et surtout on ne change rien sur notre mode donc alimentaire, sur notre éducation alimentaire qui nous a malheureusement, pour le diabète du type 2, très souvent amené dans cette situation, dans cette pathologie-là. Il faut vraiment justement qu'il y ait un travail de fait parce que sinon, le médicament tout seul ne fait rien. Et justement, ben, on en arrive un petit peu à une question, en quoi la campagne Février sucre en pause peut-elle aider? C'est-à-dire que, par exemple, ma question, c'était comment expliquer que de nombreux patients diabétiques continuent de consommer une alimentation délétère qui les amène à devoir se médiquer, alors que ces personnes-là ont les informations, ont les messages de prévention, et pourtant elles consomment de cette façon-là. Alors évidemment, euh, c'est une question que je te pose pour pouvoir faire le lien avec ma propre association. TCA Déclic, c'est une association qui parle, qui se préoccupe des compulsions alimentaires, qui est une véritable maladie, une véritable addiction. Donc, on sait maintenant, bon, je continue un petit peu sans m'alancer, tu compléteras ce que tu souhaites Mmh. dire. Ces pulsions alimentaires qu'on peut ressentir, qu'il faut vraiment analyser en soi. Et février sucre en pause, c'est justement ça. C'est poser un diagnostic plus ou moins, hein, de se dire, voilà, j'essaye pendant un mois de me passer des mauvais sucres, etc., de consommer juste ce dont mon corps a besoin. Et qu'est-ce que je ressens quand j'essaye de me passer des bonbons, des sodas, des mauvais biscuits, du chocolat de mauvaise qualité ou de bonne qualité, mais du chocolat plein de gras et de sucre. Toutes ces choses-là qui sont en trop et dont on n'arrive pas à se passer très souvent. Donc là, c'est la question à se poser et qui peut être révélée pour des personnes qui peuvent, par exemple, se dire non, moi je suis juste un peu gourmand, c'est pas un problème, j'arrête quand je veux de toute façon, mais pourtant je suis en diabète de type 2 et je suis un peu embêtée. Donc il y a une forme de déni qui peut être détectée, on va dire. Non, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Et malheureusement, c'est que le jour où ça devient grave, on se dit, oh là là, si j'avais su, j'aurais fait attention un petit peu avant et j'aurais traité mon addiction. Il faut pas avoir peur de ce terme. Une addiction, c'est une maladie chronique comme les autres, hein, comme le diabète, comme le cancer. Donc, c'est une maladie qui est grave aussi, l'addiction. Elle peut avoir des répercussions selon l'objet de l'addiction. Et ça fait vraiment partie du travail que peut faire mon association. Voilà. Donc là-dessus, est-ce que toi, tu avais quelque chose à dire justement par rapport à cette addiction? Je la mets entre guillemets, mais je ne Oui, devrais non, pas. mais J'enlève les non, guillemets. non, 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 mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'en définitive, avant, je parle du siècle dernier, hein, il y a à peine 25 ans, on parlait de régime hein, lorsqu'on parlait diabète et on s'est rendu compte qu'effectivement le régime, ben, du coup, ne fonctionnait pas, ce qui fait que, ben, pourquoi? Parce qu'en définitive, il y a cette éducation alimentaire hein, que l'on peut avoir. Il y a donc ces addictions hein, quelles qu'elles soient qui, bah, durant toute notre existence, bah, peuvent donc s'installer pour X raisons. Et donc, il est tout à fait, malheureusement, on va dire, logique, on va dire, normalement, mais logique, effectivement, on ait des penchants sur certains aliments. On sait que le sucre, effectivement, bah, c'est un penchant naturel bah, pour deux raisons, surtout parce que le lait maternel est donc naturellement sucré. Donc, eh bien, du coup, dès les premières tétées, hein, ce que l'on prend, on prend quelque chose de sucré. Et la seconde, c'est qu'en définitive, le sucre va venir. Non, et il y a trois raisons. La seconde, c'est qu'en définitive, le sucre va venir titiller la même partie du cerveau que voilà le plaisir physique. Donc du coup, on se rend compte effectivement que bah, ça peut être addictif. Et donc également, rien. Pourquoi? C'est parce qu'il y a de la casomorphine dans le lait, y compris le lait maternel, mais le lait de tous les animaux, il y a de la casomorphine
c'est une morphine, une sorte de morphine qui est dans la caséine du lait. Et cette morphine, elle est là justement pour apaiser, etc. Donc, on voit la problématique de tout ça, qui est très bien, parce qu'un bébé qui se nourrirait pas, eh ben, il va mourir. Donc, l'espèce est en danger. Alors, c'est très bien fait, sauf que nous, on a transformé tout ça, malheureusement, parce que le lait maternel, je ne sais pas si tu as goûté du lait maternel récemment, mais c'est Non. moi, j'ai goûté mon propre lait un jour. Ben, c'est pas très sucré, hein. Évidemment qu'il y a du lactose dedans, hein. C'est donc il y a une forme de sucre, mais c'est très très sucré. C'est une gourmandise, hein, au sens dont on en parle aujourd'hui, hein. Voilà, D'accord. c'était juste une petite aparté. Et, et après, ce qui se passe, c'est qu'en définitive, rien dans la nature qui est sucré n'est poison. Donc, du coup, Ouais. voilà, depuis donc X millions d'années, en définitive, on ne se méfie pas du sucre. Et le sucre, donc, est un plaisir. Donc, effectivement, pour en revenir à la question, en quoi la campagne février sucre en pause peut-elle aider? C'est-à-dire que toute personne donc doit essayer donc par l'intermédiaire bien du coup des actions comme celle-ci de prendre soin de sa santé mais de façon globale. C'est pas parce qu'on est diabétique qu'on va s'arrêter au sucre et qu'on va s'arrêter donc à notre estomac et à notre insuline. Il y a tout le reste qui va derrière et c'est dans la globalité qu'il faut vraiment que l'on devienne, et je reprends une expression d'une de mes collègues bénévoles, jardinier de notre santé. Donc aujourd'hui, en définitive, voilà, imaginons qu'on est au printemps, hein, eh bien, on est en train de faire le sillon pour pouvoir planter effectivement les petites graines par rapport justement à cette addiction donc du sucre, donc de tout ce qui est sucré, un goût sucré, et se poser la question. Est-ce que c'est quelque chose dont notre organisme a réellement besoin? Si on parle des dons sucres, hormis effectivement, mais ça on va le développer, hormis le fructose et donc le miel, bah, tous les autres dons sucres que l'on peut avoir et qu'on va développer durant tout ce mois, c'est que Irène va développer donc durant tout ce mois, eh bien, il y a énormément de dons sucres qui sont absolument pas naturels. Ce sont des dons sucres que vous n'aurez jamais dans les placards. Et c'est ça, Explique ce que c'est que don sucre, parce que moi, quand tu m'as parlé de ça, j'avais jamais entendu don sucre. Qu'est-ce que tu entends par là? ben, lorsque l'on voit, et donc c'est maintenant, heureusement, on a une norme donc européenne, et même maintenant mondiale, c'est-à-dire que sur les emballages, on va avoir glucides. Les glucides, c'est tout à fait normal. Un biscuit, il va avoir de la farine, c'est du glucide, mais les dons sucres, c'est tout ce qui va être rajouté, qui va donner justement ce goût sucré. Donc, dans ce goût sucré, eh bien, il y a des matières qui sont naturelles, hein. Si vous faites donc des gâteaux avec du miel à la maison, ça sera glucide avec des dons sucre qui seront le miel, sauf qu'au niveau de ce qui est agroalimentaire, on va avoir des dons sucre qui sont des produits ultra transformés et qui sont hyper délétères pour notre microbiote. Voilà, et donc c'est vraiment sur ça que un patient diabétique, même si effectivement on peut penser, on nous embête encore avec le sucre, on sait que le sucre, etc., il est hyper important pour sa qualité de vie et pour sa bonne santé, qu'il fasse attention justement à ces dons sucre. On ne parle pas des glucides là, hein, malgré qu'en rentrant, on peut parler des glucides complets, etc., mais ça on le verra, on le développera aussi. Mais c'est vraiment au niveau donc du mois donc sucre en pot, c'est vraiment sur ces édulcorants qui Ce qu'on sont peut faire aussi, c'est malheureusement. quand même préciser que, et ça sera développé vraiment dans le courant du mois très très vite, hein. Je vais très vite mettre la fiche qui explique toutes les différences entre les différents glucides, sucres, etc. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame, évidemment, entre ceux qui sont nécessaires et ceux qui C'est sont ça. délétères. Et justement, quand même préciser que le sucre naturel qui se trouve en grande quantité dans le miel et en bonne quantité dans les fruits, surtout les fruits modernes, hein, qui ne sont pas du tout les fruits qu'on avait dans le passé, qui n'étaient pas si sucrés que ça. C'est la modernité, c'est l'agronomie qui a fabriqué des fruits qui sont des ovnis, hein, qui sont vraiment très gros et très sucrés. Parce qu'on aime ça, donc ils font ce qu'on a envie de manger, hein, ce qu'on achète. Eh ben, c'est ce fructose, il est
transformé par le foie, pratiquement exclusivement, tu me diras si je me trompe, mais je crois que c'est bon. Et ce qui est transformé par le foie, si ce n'est pas brûlé par une activité physique, ça va directement dans les cellules graisseuses, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le fructose, oui, c'est bien parce que c'est naturel, c'est très bien, mais quand il y en a de trop, nos ancêtres n'avaient pas tant de fructose que ça. Il fallait déjà aller chercher le miel aux abeilles, c'était pas évident. Et ensuite, il fallait avoir trouvé des fruits en saison, et ça non plus, c'était pas évident. Ils avaient plutôt des baies qui n'étaient pas très sucrées. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment relativiser. On ne peut pas comparer le sucre naturel qu'on trouve et qui est trop facilement abordable aussi et qui n'est pas forcément le meilleur. Le meilleur, c'est les sucres complexes qui sont dans les… Ça fait partie des solutions qu'on va développer ce mois qui vient, mais ce sont les sucres complexes dans les racines, les tubercules, voilà les meilleurs, éventuellement certaines céréales. Bon, on en reparlera, c'est pas trop mon truc. Les gens qui me connaissent, ils savent ce que je pense des céréales, mais ça fait partie des choses qui sont possibles quand elles sont complètes. Voilà, je vais peut-être pas m'étaler trop là-dessus. Dis-moi un peu, sauf si tu as quelque chose à rajouter à ça, je peux passer à la Bah, question. juste que effectivement, il faut toujours, je dis toujours, il faut toujours penser d'où on vient. Donc effectivement, une pomme, elle se mange donc. Alors c'est pour ça que c'est bien de la choisir bio ou alors de bien la laver effectivement. Hein. Toujours la manger donc avec la peau. Un fruit donc est fait pour être consommé avec la peau. Pourquoi? Parce que déjà dans la peau, ben, du coup, on va avoir énormément de nutriments qu'on va jeter à la poubelle si jamais on vient à l'éplucher, hein, dont les vitamines. Et les probiotiques sont dans la peau et le long des pépins, etc. Donc, c'est une Voilà. aberration de jeter la peau. Voilà, donc voilà, je sais que voilà, personnellement, quand je mange une pomme, j'arrive même des fois à manger jusque même la queue. C'est-à-dire que je mange tout. Donc c'est une aberration effectivement de tout enlever, de tout couper, mais c'est après voilà, c'est un mode de cuisine que l'on a pris aujourd'hui. Une compote se mange donc entière, elle se mange pas en compote par exemple. Voilà, et donc c'est vraiment un ensemble effectivement. Il faut voir l'alimentation dans sa globalité et surtout dans l'ensemble du repas, mais ça, on le détaillera. Irène va le détailler pendant donc tout le mois. Oui, et puis on n'est pas des crudivores, mais par contre, on est quand même prévu pour manger pas mal de crus parce que les probiotiques qui sont naturellement sur les fruits et les légumes crus, hein, non, c'est des aliments pour nous qui sont des aliments vivants. Si on fait tout cuire, forcément, ça va être tout mort. Alors que il faut, c'est pour ça que quand tu parles de compote, moi je peux rajouter pote, c'est-à-dire si on veut manger du mixé parce qu'on est un peu feignant ou quoi, ne pas céder à la facilité avec les petits machins tout prêts en petits sachets très polluants. Mixer pour les enfants, mixer une pomme crue avec les pépins, il se rendra compte de rien et il va se régaler et il aura plus des probiotiques. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je pense que maintenant, on va parler assez rapidement de la sensibilisation et de l'éducation à propos du diabète. C'est-à-dire, c'est ton rôle, hein, c'est toi qui fais ça avec ton association et Mmh. toutes les autres associations diabète. Et puis, si tu peux parler aussi des idées reçues sur le diabète que tu aimerais rectifier, des choses que tu entends dire très souvent. Et voilà, dis-moi. D'accord. Donc, effectivement, ben, voilà, nous, on fait partie effectivement donc de la Fédération française des diabétiques. Il y a une 70 associations donc présentes sur le territoire national, donc dont l'outre-mer. Et on n'oublie pas nos amis corses surtout. On est présent donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, sur la prévention et donc l'accompagnement des personnes diabétiques. On est là également donc pour faire dans le rôle de la prévention, pour intervenir dans tout domaine. On intervient aussi bien en entreprise, on intervient donc également au niveau donc élèves infirmiers, élèves donc aides-soignants, etc. On travaille avec les CODES, on travaille, voilà, nous, voilà, on a vraiment, on est vraiment multitâches. Et pour justement enlever toutes ces fausses croyances
croyances. J'aime dire que, en définitive, le diabète est une pathologie que tout le monde connaît, mais en définitive, on ne connaît pas forcément Paris parce qu'on a visité uniquement la Tour Eiffel. Derrière, effectivement, il va y avoir donc énormément de fausses croyances. C'est normal d'être diabétique parce que, on en a un peu parlé tout à l'heure, parce que mon père ou bien ma mère ou ma tante était diabétique. Je suis d'une lignée familiale de diabétiques. Donc, du coup, c'est normal. Voilà, on m'a diagnostiqué un diabète. Voilà, je vais prendre ce qu'il faut, les médicaments, comme ma maman a appris, etc. Le diabète, donc, très souvent, le diabète, soit effectivement, il terrorise pas, il fait pas peur. Donc, du coup, les patients, du coup, le prennent pas vraiment au sérieux. Mais chez d'autres personnes, c'est vraiment une pathologie qui terrorise. C'est-à-dire que c'est une pathologie, si effectivement on a eu, et là je parle du siècle dernier, effectivement, une tante, une grand-mère à qui on a donc amputé un membre à cause du diabète, en 2025, c'est terminé. C'est-à-dire que si vous faites attention justement aux 4 piliers, donc on a parlé médication, alimentation, activité physique, et l'aspect psychologique qui également est hyper important pour pouvoir effectivement être bien dans sa peau, eh bien, il n'y a pas de raison que même en étant diabétique, vous en arriviez justement à donc ces extrêmes-là, sachant que très souvent, il n'y a pas que le diabète, il y a également des problématiques de pathologie donc coronarienne, etc. là-dessus, hein. Et donc tabac, alcool qui se rajoute. Donc voilà, ce sont des fausses croyances. Il y a un risque, il faut le savoir. En tant que diabétique, on surveille nos pieds, etc. Parce que voilà, mais du moins, aujourd'hui, on est très bien suivi. Mais surtout, faut-il justement accepter la pathologie, accepter cette pathologie qui, en définitive, n'est pas si compliquée justement à suivre. Il y a une charge mentale, certes, mais je dis toujours, en définitive, vaut mieux que cette charge mentale soit dans la prévention plutôt que dans le subi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Alors, Donc, Eric, ce qu'on va faire, c'est que, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour et tout le reste qui n'aurait pas été abordé aujourd'hui, le sera pendant tout le mois. J'espère qu'il y aura plein de monde qui viendra poser des questions. On y répondra tous les deux en fonction de nos compétences. Et je vais te demander si tu veux bien mettre dans le commentaire du replay, justement, les informations, là où on peut trouver les informations fiables sur le diabète, des associations, la tienne entre autres, évidemment, celle du 13, puisque c'est vers chez moi, mais plus global. Je te laisse faire, par contre, pour donner des sites, des liens, etc. Et puis, écoute, je pense qu'on a vraiment bien fait le tour. Je suis super contente de travailler avec toi, et puis moi aussi, qu'on pareil. termine notre DU Qu'on le réussisse nutrition surtout, experte. qu'on le commence Voilà, et qu'on le oui, réussisse. on continue de travailler ensemble main dans la main et on va essayer de faire venir les autres patients experts de maladies chroniques telles que cancer, qui sont aussi Oui, très impliqués. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que ça a trop envie de bouger, mais nous, on fait notre boulot, hein. tout à Merci fait. beaucoup, Eric. Et puis, Merci. à très bientôt. Je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir à tout le monde. Et Prenez puis, bien soin de on se vous. retrouve sur le groupe Facebook dédié Février Sucre en pause. À bientôt. À très Au vite. revoir. Au revoir.